Bonjour, bienvenue dans JDR Factory, dans cette nouvelle série de vidéos, le guide du maître. On va parler dans les futures vidéos, je ne sais pas combien on va en faire, peut-être 3-4, sur la maîtrise, comment on maîtrise, quels sont les risques et les pièges dans lesquels on risque de tomber lorsqu'on commence à maîtriser. Après 25 ans de jeu de rôle, ouais, 25 ans, j'en ai connu des déboires, j'en ai fait plein des fails, epic fails, et je me suis dit que si je pouvais partager ça avec vous, ça éviterait à pas mal de jeunes MJ de se planter comme moi je me suis planté. Générique. Comme je vous le disais dans l'intro, j'ai quelques années de jeu de rôle derrière moi, et aussi quelques beaux ratés. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, les jeux de rôle que j'avais à disposition, en particulier Warhammer 1, m'ont jamais donné de bons conseils sur comment devenir maître du jeu. Lorsque j'ouvre le bouquin, on vous explique vaguement ce que c'est être MJ, mais jamais rien. En gros, c'est débrouille-toi, tu l'apprends à la dure, autour de la table, avec tous les joueurs. Et je dois vous avouer que j'aurais bien aimé que quelqu'un m'explique ce qu'il fallait faire pour éviter de me coller toutes ces belles portes que j'ai prises dans mes premières années de masterisation. Et je me suis posé une question, je me suis dit aujourd'hui, si je commence le jeu de rôle, est-ce que j'ai de meilleurs outils pour apprendre à faire du jeu de rôle? Alors oui, je sais qu'il y a des bouquins qui sont sortis chez Lapin Marteau sur comment jouer du jeu de rôle, sortir de l'auberge. C'est des bouquins très intéressants, c'est assez épais. Mais quand je ne suis pas au courant de ça, que j'ai pas ces livres, juste quand je prends un bouquin de jeu de rôle et que je l'ouvre, est-ce que dedans, j'ai les informations nécessaires pour être un bon MJ, quoi. Et je me suis dit que j'allais ouvrir un bouquin de jeu de rôle, le plus connu d'entre tous, Donjons et Dragons, le guide du maître, ça tombe bien, c'est le nom de ces segments de vidéos, et que j'allais lire le guide du maître de Donjons et Dragons, et que j'allais voir, en lisant ce guide, est-ce que je pouvais devenir un bon MJ. Donc, Donjons et Dragons, c'est le jeu de rôle le plus joué au monde. Je me suis dit qu'avec une bonne chance que quand on commence le jeu de rôle, on a une bonne chance de commencer par Donjons et Dragons. Je vais citer aussi un autre livre important dans tous ces segments, pour moi, Apocalypse World. Apocalypse World, c'est un jeu qui est sorti en 2010, 2012 en français, et c'est vraiment le jeu, moi, qui m'a appris à jouer au jeu de rôle. Je veux dire, ça faisait 15 ans que je fais du jeu de rôle, j'ai découvert Apocalypse World, et les 10 années suivantes, elles ont été beaucoup plus faciles et bien meilleures, et ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, avec le guide du maître de Donjons et Dragons et Apocalypse World, ces deux bouquins, en les lisant, est-ce qu'on peut être un meilleur MJ? Quand on ouvre le bouquin de Donjons et Dragons, la première chose qu'on voit, ça tombe bien, c'est la définition de ce que c'est un MJ, de ce qu'il est censé faire autour de la table. Et alors là, ça rigole pas, évidemment, c'est la vraie force motrice de la table. Il le présente comme, en gros, l'interface avec le monde, le porteur de casquette ultime. Il est architecte de la campagne, conteur, acteur, arbitre des règles. Autant dire que c'est pas gagné. Parce que ça veut dire qu'il faut avoir construit un monde parfait, avoir des techniques de conteur de malade mental, être un super acteur et connaître les règles sur le bout des doigts. Je veux dire, ok, très bien, c'est vrai, le MJ doit faire beaucoup de ces choses-là. Maintenant, est-ce que le guide du maître de Donjons et Dragons m'aide à faire ça? Alors, je vais commencer tout de suite par un petit disclaimer. Oui, on n'a pas toujours besoin de MJ. C'est vrai, il y a plein de jeux aujourd'hui qui se font sans MJ, mais c'est pas le propos. Aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur quand vous voulez être MJ autour d'une table, que vous allez avoir l'autorité narrative. Est-ce que vous pouvez apprendre à être un bon MJ grâce donc à Donjons et Dragons? Pour ceux et celles qui s'intéressent au jeu de rôle sans MJ, je vous conseille d'aller sur C'est pas du jeu de rôle, le site de Mathieu B. On en parlera certainement plus sur cette chaîne, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le propos ici. Après avoir la définition du MJ, où on vous expliquait que vous allez avoir un sacré boulot, on décrit les différents joueurs. Et ça, c'est une bonne chose parce que je ne me rappelle pas qu'il y avait ce genre d'approche dans les anciens bouquins. On décrit les joueurs, les différents types de joueurs, celui qui aime le drama, celui qui aime explorer, celui qui aime la baston, celui qui aime optimiser son personnage, il y a toute une liste de jeux. Et ça vous permet de vous faire une idée de à quel joueur vous allez vous adresser. Donc ça, déjà, pour moi, c'est un gros progrès. Parce que quand j'ai commencé le jeu de rôle, on ne t'expliquait pas beaucoup à quel type de joueur tu allais te frotter. Donc là, je dis un bon point pour le guide du maître qui vous explique déjà, attention, les attentes des joueurs ne sont pas les mêmes. Et là, on vient à quelque chose de très important, le contrat social. C'est un concept qui a été développé maintenant il y a plus d'une dizaine d'années, c'est de dire, ok, les joueurs n'ont pas les mêmes attentes, comment on pourrait les catégoriser pour les aider à jouer ensemble? Alors il y a une théorie très intéressante qui s'appelle la GNS, je vous conseille de regarder là-dessus, cette théorie sur Internet, qui permet de
catégoriser les joueurs pour dire voilà, tel joueur attend quelque chose de plus ludique, tel autre attend quelque chose de plus simulationniste, et tel autre attend quelque chose de plus roleplay et de plus immersif. Dans Donjons & Dragons, évidemment, ça s'oriente particulièrement autour de ce qu'on veut faire autour d'une table de Donjons & Dragons. Et le conseil qui est donné au MJ, c'est de dire vous devez connaître les attentes de vos joueurs et vous devez orienter la campagne et votre masterisation pour ces attentes. C'est un bon conseil, mais je trouve qu'il ne va pas assez loin. Parce que quand vous avez un joueur qui veut optimiser son personnage et qui aime la baston, et un autre qui veut faire du drama et faire évoluer la psychologie de son personnage, de temps en temps, ça ne marche pas du tout autour de la table. Et ça, je l'ai mangé un nombre de fois incroyable. J'ai un souvenir d'une partie d'Ars Magica. Ars Magica! Oui, c'est un vieux jeu écrit par Mark Renagan, l'auteur aussi de Vampire, où vous jouez des mages et aussi les compagnons des mages. C'est-à-dire que vous avez deux personnages en même temps. Et il y a des conseils où les mages discutent et après font des explorations, envoient leurs compagnons, etc. C'est un jeu de rôle super. Mais le problème, c'est quand vous avez un joueur qui est là pour jouer un mage badass, super sérieux, qui est là pour conquérir le monde, et que vous avez un autre mage qui est là, lui, pour juste s'amuser à envoyer des sorts qui font des explosions et des proutes. Oui, je sais, on était jeunes. Eh ben, ça va pas passer. Parce que ces deux joueurs ne sont pas compatibles. Ils n'ont pas les mêmes attentes. Donc c'est très bien de savoir ce que vos joueurs veulent, mais il faut savoir si vos joueurs sont compatibles, si ces attentes sont compatibles. Et on parle des joueurs, mais le MJ, lui aussi, c'est un joueur. Et donc, il faut savoir, vous, ce que vous avez envie de faire, et vous, avec quel type de jeu vous êtes compatible. Il y a des MJ qui vont être super pour faire du combat et gérer les règles, et d'autres qui vont être des super acteurs. Évidemment, tout ça se mélange. Et on a plusieurs casquettes, mais il y a des casquettes avec lesquelles vous êtes meilleur. Donc, le premier conseil que je donne, à partir de ce que dit le guide du maître de Donjons & Dragons, c'est oui, connaissez vos joueurs, demandez-leur ce qu'ils ont comme attente, connaissez-vous vous, voyez ce que vous voulez comme attente, et essayez que tout ça fonctionne ensemble. Et trouver une table de jeu de rôle qui fonctionne avec ces attentes qui fonctionnent ensemble, eh ben ça se travaille. Et ça, pour le coup, c'est un conseil que je ne lis pas souvent et que je ne vois pas souvent dans les bouquins. Donc, une fois qu'on a un groupe de joueurs qui ont des attentes et un contrat social qui est clair pour tout le monde, on va jouer à tel type d'ambiance. Que vous-même, vous avez décidé à quel type d'ambiance vous voulez jouer. Ok, ça va être de l'enquête. Ok, ça va être du mystère. Ouais, ça va être de l'action débridée. Et il va y avoir du combat. Ou il va y avoir un peu de telle ou telle chose. Quand tout le monde est d'accord et qu'on est autour de la table, la partie commence. Ça c'est bien. Mais quel travail en tant qu'MJ vous avez fait? Et c'est là où on parle de la préparation du MJ. Donjons & Dragons, le guide du maître, aborde les choses de manière très claire. Il commence par le guide du monde, le créateur du monde, le maître du monde. Vous êtes le MJ, c'est vous qui êtes censé créer le monde. Vraiment? Et pour Donjons & Dragons, oui, c'est clair. Il n'y a pas du tout d'hésitation là-dessus, c'est le MJ qui crée tout. Sur ce point de vue-là, le guide du maître donne pas mal de bons conseils. Il vous dit de travailler sur la magie, sur les dieux, le panthéon, la politique, les règles importantes de votre monde. Il donne des bons conseils. Franchement, si vous lisez ce guide-là, ça vous permettra de réveiller pas mal d'inspirations qui vous permettront d'améliorer ou d'avoir des mondes originaux et intéressants. Évidemment, tout ça, c'est dans le trope de DD. En dehors du monde de DD, et que vous voulez faire votre propre campagne ou avec un autre système de jeu, créer son monde, c'est toujours une bonne chose. Mais la question que je me pose, c'est jusqu'où il faut aller. En reprenant mon exemple de Ars Magica, moi-même, j'ai créé mon monde d'Ars Magica, je me rappelle avoir écrit des classeurs et des classeurs et des classeurs de PNJ, de lieux, d'intrigues. Des trucs énormes. Voilà, ok, j'étais jeune, j'avais le temps, je passais mon temps à faire ça. C'est cool, mais ça ne m'a servi à rien. Rien du tout. Si j'ai utilisé 1% de tout ce que j'ai écrit, c'est le bout du monde. Alors oui, certains vont me dire, mais si, ça t'a servi, ça permet de développer l'univers dans ta tête, etc. Oui, mais non. Moi, les intrigues de tel magicien avec tel autre magicien que j'ai écrit, si mes joueurs ne les voient pas, eh ben, elles n'existent pas. Parce que ça, c'est une des règles que j'ai vraiment appris. La seule chose qui existe au jeu de rôle, c'est ce qui se passe à table, autour de la table. Vous pouvez fantasmer tout ce que vous voulez en tant qu'MJ hors de la table, ça sert évidemment, mais ça n'existera que si ça arrive à la table. Donc quand vous créez votre monde, et que vous utilisez la technique proposée dans le guide du monde de Donjons & Dragons ou autre, mais en tout cas que vous fabriquez votre monde, la première question que vous devez vous poser, c'est de quoi j'ai besoin? Développer un panthéon, c'est bien, mais c'est mieux si ce panthéon sert vraiment, si ça a un sens, si votre campagne est une campagne mystique où le panthéon a une importance. Si c'est juste une toile de fond, il n'y a pas besoin d'en parler tant que ça en fait. L'autre question qu'il faut qu'on se pose, lorsqu'on lance une partie et lorsqu'on a créé un monde, c'est quelle est l'échelle de ce monde? Est-ce que c'est pour une seule partie, un one-shot?
ou est-ce que c'est pour une longue campagne au long cours? Ça aussi, c'est une question importante. Parce que si vous êtes sur un one-shot, franchement, vous avez juste besoin d'un décor, d'un objectif et d'un danger tout de suite. 3 infos, c'est tout. C'est quoi l'objectif du jeu? C'est quoi le décor? C'est quoi la merde qui arrive tout de suite sur la tête de mes personnages? Essayez ça sur un one-shot, juste répondez à ces 3 questions, voire demandez à vos joueurs de répondre à ces 3 questions, et le reste, ça se fait tout seul. Pour une campagne, évidemment, vous avez besoin de plus de cartouches, vous avez besoin de plus de choses. Mais moi, la campagne la plus longue que j'ai menée, c'était une campagne de Nephilim, ça a duré 3 ans, et ma préparation, c'était une page double avec juste 10 PNJ. Alors ouais, je détaillais pas très, j'avais même pas de fiches les PNJ, ils avaient juste des objectifs, des ennemis, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils voulaient pas. Et puis c'est tout. J'ai mis les joueurs là-dedans et je leur ai dit démerdez-vous avec ce qui se passe. Et ça m'a suffi largement pour tenir 3 ans, une page double, rien de plus. Alors certes, Nephilim c'est plus simple parce que ça se passe dans notre monde à nous. Donc en gros, il me suffisait de me baser sur notre réalité à nous. Pour un monde comme du médiéval fantastique, il y a quand même, c'est bien de répondre à certaines questions importantes. Mais comme je vous dis, c'est important que ces piliers soient vraiment centraux dans votre histoire. Est-ce que les dragons existent? Peut-être, mais est-ce que c'est important dans votre histoire? Si ça l'est, oui, ils existent. Mais il faut que les joueurs soient au courant et il faut que ça les impacte tout de suite. Je vais m'attarder un petit peu sur une méthode qui est décrite dans le bouquin d'Apocalypse World, appelée la session 0. C'est au cœur de la création d'une campagne dans Apocalypse World. Le livre vous explique très clairement que la première fois que vous allez vous asseoir autour d'une table avec vos joueurs, c'est pas pour commencer à jouer tout de suite, c'est pour poser les bases de votre univers. Certes, vous allez créer vos personnages, bien sûr, mais vous allez aussi déterminer tous ensemble les grands piliers qui vont définir votre campagne. Et là, tous les joueurs sont à égalité, le MJ comme les PJ. Ensemble, vous allez poser le contrat qui va vous unir pendant toute cette campagne. Le gros avantage de cette méthode, c'est que ça permet à vos joueurs d'emmagasiner beaucoup plus d'informations et de s'approprier l'univers. Et ça permet donc au MJ de se libérer de pas mal de fardeaux de création. Globalement, vous allez décider de ce qui va être à la table, maintenant, tout de suite. Et le reste de votre campagne va se construire sur ces bases. Dans le guide du maître de Donjons & Dragons, on trouve nulle part ce concept de session 0. Et il va falloir attendre Tasha Coldron, qui est sorti en novembre 2020, pour que la première fois, les auteurs de Donjons & Dragons mettent en avant l'importance et l'intérêt de cette session 0. Pour rentrer plus en détail dans le jeu en campagne, parce que le one-shot, on va en parler surtout dans un segment suivant, c'est-à-dire le scénario. Dans cette vidéo, on va parler plus spécifiquement de l'exploration, c'est-à-dire ce que moi j'appelle le bac à sable, et de l'intrigue. Pour le bac à sable, Donjons & Dragons donne de très bons conseils. Il commence par la carte. Et ouais, quand on veut faire un bac à sable, la carte c'est super important. Et là, Donjons & Dragons, le guide du maître, propose plein d'outils dans ce style-là. Énormément de tableaux, de génération, de villes, de lieux étranges, de points d'intérêt, de situations, de la faune, de la flore, des monstres, etc. Le tableau, c'est la vie. Ça vient de l'OSR, c'est super et c'est vraiment très utile. Vous-même, quand vous construisez votre monde, je vous conseille vraiment de créer des petits tableaux sur telle ou telle zone. Dans telle zone, on peut trouver quoi? Vous mettez une dizaine d'entrées, vous lancez votre dé, vous choisissez en fonction de ce qui se passe dans la fiction, et vous allez voir que ça va vous surprendre et créer un monde que vous n'aviez pas prévu à la base. Parce que ça, c'est quelque chose d'important, et je vais le redire plusieurs fois dans cette vidéo, le MJ est un joueur comme les autres. Lui aussi, il a le droit d'être surpris. Dans Apocalypse World, il y a ce premier conseil, c'est dessiner des cartes comme un fou, laisser plein de blancs. Et pour moi, le blanc, c'est essentiel. C'est dans ces blancs-là que vous allez pouvoir faire évoluer votre campagne et surtout que vous allez pouvoir laisser de la place aux joueurs. Parce qu'encore une fois, il y a des MJ qui aiment tout contrôler. Moi, je suis un MJ qui trouve que c'est bien quand les joueurs ont aussi leur place dans la création du monde. Pourquoi? Parce que ça permet aux joueurs d'apprendre vachement mieux le monde. Ça m'est arrivé plein de fois en tant que joueur d'avoir un MJ qui connaît parfaitement son monde et commence à me faire du info dropping. Il m'envoie plein d'infos sur comment le monde est. Il m'envoie même des pages et des pages de choses que je suis censé lire et maîtriser. Je dois vous avouer, moi je retiens rien de tout ça. C'est beaucoup trop compliqué, il y en a trop. Et surtout pour moi, comme je vous dis, les choses qui existent, c'est ce qui se passe à la table. Moi j'ai envie que ça fasse sens à la table. Et une des meilleurs moyens que j'ai trouvé pour que mes joueurs retiennent mon monde, c'est de laisser des blancs et de leur laisser de la place. Reprenons l'exemple du Panthéon. Si votre Panthéon n'est pas vraiment essentiel à votre histoire, que c'est une toile de fond, certes importante, ok, il y a des dieux, ok, certains personnages vont utiliser la magie par rapport aux dieux, mais si tel dieu n'est pas le centre de votre campagne, pourquoi vous ne laisseriez pas les joueurs nommer leur dieu? Moi, ça m'est arrivé plein de fois qu'un joueur me dise, voilà, je veux faire un prêtre, et je lui demande, ok, c'est quoi ton dieu? Genre, résume-moi en 3 mots les trois grands axes de sa religion.
Est-ce qu'il est contre les morts-vivants? Est-ce qu'il aime la lumière? Ou est-ce que c'est plutôt un dieu de la tromperie? Et avec ça, le joueur me décrit son dieu, limite il me le nomme, et là, pour lui, le dieu devient vrai. Et il le retiendra beaucoup mieux que si je lui explique que tel dieu, il a une telle histoire, ça fait depuis des milliers d'années qu'il s'affronte avec tel autre dieu, et qu'en gros, il est obligé d'avaler toutes ces informations. Alors évidemment, je le reprends, hein, ça c'est ma pratique à moi. Je pense qu'il y a plein de MJ qui vont préférer maîtriser parfaitement tout sur le bout des doigts. Mais si j'avais été un joueur débutant, j'aurais préféré qu'on me dise « Mec, détends-toi, t'as pas besoin de tout déterminer ». Donc quand on reprend le contexte du bac à sable, vous avez votre carte, vous avez décidé quelques points importants sur cette carte. Mais quand je dis important, c'est pas obligatoirement quelque chose de très détaillé. Ça peut être un dessin, une ambiance. Moi, c'est arrivé plein de moments de prendre des cartes sur Internet et de juste poser la carte et de m'interroger en me disant « Oh tiens, c'est bizarre là, dans ce coin-là, cette maison, elle a l'air un peu bizarre, elle a l'air un peu tordue. Il se passe peut-être quelque chose par là. » Et là, mon imagination a commencé à développer quelque chose. Et pareil, les joueurs se disent « Tiens là, il y a l'air d'avoir un truc bizarre dans la forêt. C'est quoi l'espèce de symbole que le MJ a laissé sur la carte ?» Parfois, c'est juste un symbole que j'ai mis comme ça sur la carte, je ne sais même pas ce que c'est. Mais ça a intrigué les joueurs, ils sont allés là-bas. Et donc je me suis dit, ok, donc c'est ça qui intéresse les joueurs. Donc c'est ça que je vais développer. Et ça marche super bien dans une campagne bac à sable de fonctionner comme ça. Et là, Donjons et Dragons, le guide du maître, donne un très bon conseil. Il dit, commencez petit. Car oui, c'est très important. Ça ne sert à rien de designer l'ensemble du continent. Commencez par le village, ses alentours, à la limite des bouts du pays. Et déjà, quand vos joueurs ont exploré tout ça et ont créé des aventures en se déplaçant, donc vous pouvez aller plus large, plus grand. Start small, commencez petit, c'est vraiment très important. Et ça marche pour tous les jeux de rôle bac à sable, quel que soit l'univers. Je veux dire, si vous voulez jouer dans un monde Star Wars, ça sert à rien de déterminer toutes les galaxies, quoi. Commencez par, limite, la planète qui vous intéresse, les quelques planètes autour desquelles les joueurs vont graviter, mais ça sert à rien de savoir qu'à l'autre bout de la galaxie, il se passe telle autre chose. C'est intéressant, si, oui, si vos joueurs y vont, mais s'ils y vont pas, ça n'existe pas. Et ce travail de laisser des blancs, de laisser de la liberté aux joueurs, je trouve que c'est encore plus vrai dans une campagne à intrigue. Dans une campagne à intrigue, j'ai souvent vu des bouquins qui écrivaient des intrigues très complexes, avec très peu de place pour les joueurs. Alors que les relations interpersonnelles entre PNJ, comme je vous le dis, je reviens sur ma campagne de Néphilim, il vaut mieux avoir 4, 5, 6, 7, 8, 10, quand c'est des grosses campagnes PNJ, donner leur psychologie et dire pourquoi ils s'aiment pas. Évidemment, il faut toujours trouver un starter, c'est un truc qui va pousser les joueurs à vouloir rentrer dans ce jeu de serpent. Mais une fois qu'ils sont dedans, ils vont tirer des fils et les choses vont venir naturellement à eux. Et donc, pour un jeu à intrigue, vous n'avez pas besoin de tout designer. Pourquoi? Parce que ce sont les joueurs qui vont déplacer les choses. Comme je vous le dis, ce qui existe, c'est ce qui se passe à la table. Certes, vous pouvez laisser entendre qu'il se passe des choses hors champ et que les joueurs ne maîtrisent pas tout. On reviendra sur ça. Mais la majorité du temps, la campagne, elle avance avec les joueurs. Et donc, il faut que les choses se révèlent avec les joueurs. C'est-à-dire, ce sont les conséquences des actions de vos joueurs qui vont créer vos scénarios et qui vont faire avancer votre campagne. Et ça, vous ne pouvez pas le prévoir. J'ai beaucoup de mal, moi, avec les campagnes très railroadées, c'est-à-dire les campagnes sur des rails. Je me souviens d'une campagne de Warhammer qui s'appelle Terror à Talabheim, qui est une campagne qui m'avait vachement donné envie, qui était super intéressante. Mais quand j'ai lu la campagne, je me suis dit, mais elle est où la liberté des joueurs? J'ai l'impression qu'en gros, ils vont suivre le train jusqu'au bout, et leur seul choix, le seul moment où il y a une interrogation, c'est à la fin, est-ce qu'ils vont tuer le boss final ou pas? Tout le reste était un long tunnel obligatoire. Alors oui, on pouvait ne pas prendre telle ou telle route, mais tout emmenait à une seule chose, il allait arriver des événements clés, rien ne pouvait les empêcher, pour pouvoir arriver au climax final et répondre à la seule et unique question qui était laissée dans le vide, est-ce que les joueurs vont pouvoir battre le boss final? Et donc c'est pour ça, quand vous faites une campagne à intrigue, n'allez pas trop loin dans les intrigues. Start small, commencez petit, avec des petites intrigues entre PNJ, et laissez vos PJ avoir de la place dedans. Pouvoir tirer des fils, rentrer en contact avec ces PNJ, déclencher les choses pour que vos PNJ soient au centre, et surtout que leur action fasse sens. Et très honnêtement, moi, le meilleur apprentissage que j'ai eu pour arriver à avoir une campagne qui commençait petit et qui se développait, c'est dans Apocalypse World. Apocalypse World, pour moi, a vraiment révolutionné ma manière de voir les campagnes avec ce qu'ils appellent les fronts. Les fronts dans Apocalypse World, ce sont 2, 3, 4 maximum grands dangers, grands trucs importants dans votre campagne qui sont vraiment les piliers autour de lesquels votre campagne va grandir. C'est-à-dire, par exemple, là, il y aura une invasion orque. Ici, il y a des morts-vivants qui sont en train de se réveiller. Et à tel endroit, il y a 2 rois qui sont en train de s'affronter pour la couronne de leur père.
ces 3 grands piliers, ce sont les fronts. Les fronts auxquels vos joueurs vont devoir faire face. Chaque front est donc un pilier qui détermine votre campagne. Mais chaque front doit avoir son starter. Reprenons l'invasion des orques. Tiens, on a entendu dire que dans les montagnes du bout du monde, il y a des orques qui commencent à se balader, à avoir attaqué une ou deux caravanes. Pour les morts-vivants, ça peut être apparemment, il semblerait qu'on a entendu les morts parler dans le cimetière de la ville, du petit village derrière la forêt. Et pour le combat entre les 2 fils du roi qui est en train de mourir, oui, le roi vient de mourir et il y a un tournoi, et dans ce tournoi, les choses vont mal tourner. Vous avez un petit starter. Est-ce que les joueurs vont aller au tournoi pour comprendre ce qui se passe? Est-ce que les joueurs vont envie d'aller enquêter au niveau de la montagne? Est-ce que les joueurs vont envie d'aller voir ce cimetière où on entend les morts parler? Quand on revient dans le guide du maître Donjons et Dragons, il y a une chose importante qui est dite. Il y a tous des petits tableaux pour donner les choses qui vont chambouler votre campagne. Ça, c'est un concept qui est intéressant. Il faut chambouler sa campagne. Il faut, à certains moments, transformer, créer des événements qui vont retourner les enjeux de votre campagne. Et il y a des tableaux dans le guide du maître de Donjons et Dragons qui sont intéressants pour ça. Le seul souci que je vois là-dedans, c'est ce côté hyper scripté. Comme vous commencez à le comprendre, j'aime pas trop les choses trop scriptées. Évidemment, c'est intéressant de poser comme événement dramatique dans votre campagne, le dragon Tiamat va se réveiller et va brûler la campagne. Parce qu'en tant qu'MJ, vous dites « Ah, c'est pas mal, j'ai envie de placer ça, parce que dans ma première partie de ma campagne, les joueurs vont s'habituer à tous les humains qui vivent dans cette zone du pays, et une fois qu'ils sont brûlés, mais ça va les prendre à la gorge, ils auront une vraie raison d'aller tuer Tiamat. » Certes, mais le fait que ça soit scripté, ça risque d'être parfois un peu imposé à vos joueurs. L'intérêt des fronts, qui sont proposés dans Apocalypse World, et qui sont adaptables dans tous les jeux de rôle, pas que dans Apocalypse World, c'est qu'une fois que vos joueurs se sont intéressés à un front, les 2 autres fronts peuvent progresser. C'est-à-dire, ils vont aller dans les montagnes, ils vont s'occuper des orques dans les montagnes. Oui, mais les morts-vivants qui commençaient à susurrer dans le cimetière, ils vont se réveiller, et le tournoi a eu lieu, et les 2 fils commencent à se taper sur la figure, et donc une guerre civile commence à poindre. Vous faites avancer les fronts de cette manière. Vous avez un front dans lequel les joueurs sont allés, ce qu'ils ont fait vont le faire avancer avec leur action à eux, et ils vont avoir les conséquences de ça plus tard, mais les choses et les fronts qu'ils n'auront pas touchés vont progresser eux aussi. Mais comme vous les avez mis sur la table, ils existent. Et donc, ça ne sort pas de nulle part de dire que maintenant, il y a des morts-vivants qui commencent à marcher, qui commencent à envahir les villages autour du cimetière, que maintenant, une guerre civile est en train de se poser. Et à partir de là, vous pouvez reprendre vos fronts. La guerre civile est en train de se poser. Eh bien, on va leur proposer de rejoindre un camp. Est-ce qu'ils veulent choisir un camp? Est-ce qu'ils vont vouloir aider tel fils contre tel autre fils? Maintenant qu'il y a des morts-vivants qui commencent à tourner autour de ce cimetière, il faudrait peut-être intervenir. Et en fonction des choix qu'ils font, eh bien, les fronts vont évoluer à la fois en fonction de leurs actions, mais aussi en fonction de ce qu'ils ne font pas à l'extérieur. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir développer votre campagne pendant énormément de temps avec juste 3 axes, 3 fronts. Ça vous permet aussi, je reviens sur le fait que vous n'avez pas besoin de tout remplir. Dans ces exemples-là, la religion, on va dire, est moins importante, vu qu'il n'y a pas de dieu central dans cette campagne. Ça veut dire que de savoir qui est vraiment le dieu de la lumière ou le dieu de l'obscurité, ça a moins d'importance. Vous pouvez donc, sans problème, laisser vos joueurs décider. Est-ce que ça a vraiment si peu d'importance? Non, c'est là qui est bien. C'est que si votre joueur décide, c'est comment s'appelle le dieu, peut-être que lui-même va venir avec des idées et va pouvoir lui-même créer des intrigues. Et c'est ça la grosse force. C'est que vos joueurs sont des MJ aussi, comme les autres. Le MJ est un joueur comme les autres, mais les joueurs sont des MJ comme les autres. Les joueurs peuvent apporter des choses à la table. Et donc, dans votre campagne, il ne faut surtout pas hésiter à laisser de la place à toutes les bêtises, à toutes les réussites, à toutes les choses que peuvent faire vos joueurs. Parce que souvent, une campagne, ça se fabrique sur ces actions-là. Donc moi, la chose que m'a appris Apocalypse World, c'est de créer des campagnes qui se créent en fonction des actions des joueurs et en fonction de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. Mais ce principe, moi, j'y vais jusqu'à l'appliquer aux grands méchants. Ça m'est arrivé plusieurs fois quand je fais du Apocalypse World, qu'en gros, je décrive un super chef de gang de motards, et je m'imagine bien que ça va être le grand méchant. Sauf que Apocalypse World est fait de telle manière que ce brave chef de gang peut mourir très facilement. Et donc, en fait, c'est pas lui le grand méchant. Par contre, le même système d'Apocalypse World permet de peut-être transformer un pauvre troufion qui avait l'air de rien, mais parce que les joueurs font des mauvais jets, et tout d'un coup, il survit. Et donc peut-être que c'est lui le grand méchant, en fait. Donc ça, c'est pour Apocalypse World. C'est un système particulier qui n'est pas adapté à tout le monde et qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Pour des jeux plus classiques, comme Donjons et Dragons, ça marche. C'est-à-dire qu'en fonction des choix que les joueurs font, en fonction des actions qu'ils vont faire, peut-être que le grand méchant va se révéler peu à peu.
Vous allez lui mettre un grand nécromant parce que vous avez envie que ce soit un nécromant le méchant. Mais si les joueurs se débrouillent bien et l'éliminent très vite, surtout à Donjons et Dragons, et c'est possible, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le CR, ça marche pas toujours. Hein. Mon monstre, c'est un CR10, il va pouvoir défoncer mes joueurs. Ouais, tu vas voir, des joueurs bien faits, ils te le défoncent, ton nécromant CR10. Donc, une fois que ton nécromant, il est mort, ta campagne, elle est morte? Ben non, elle n'est pas morte, elle continue. Mais donc, peut-être que derrière ce nécromant, il y avait autre chose, une secte, quelque chose. Il avait été mis là par ailleurs, par quelqu'un d'autre, peut-être même par le roi. Donc, c'est peut-être le roi, le grand méchant. Et c'est là où je vous dis, vous savez vraiment qui est le grand méchant de votre campagne, et vous savez vraiment quel était le but de votre campagne quand celle-ci est terminée. Le grand méchant, c'est pas obligatoirement Sauron, parce que tout le monde a dit que c'était Sauron. Non, le grand méchant, ça va être le personnage récurrent qui va venir grandir peu à peu, qui sera peut-être un PNJ mineur, mais qui à force de revenir, parce qu'il va vous plaire, parce qu'il va plaire aux joueurs, va avoir de plus en plus d'importance, peut-être parce que les jets de dés vont faire que « mais comment il a fait pour survivre à cette attaque ?» Bah parce que c'est pas n'importe qui, c'est peut-être lui en fait le grand méchant. Voilà pour cette première vidéo, c'était les premiers conseils que je pouvais donner pour créer votre monde. Une fois que vous avez bien créé votre monde, que vous avez vraiment détaillé les choses importantes dans ce monde qui vont vraiment vous servir, une fois que vous avez mis d'accord avec vos joueurs, avec vous-même sur ce que vous vouliez vraiment présenter, une fois que vous avez peut-être établi des fronts et que vous décidez d'utiliser la technique des fronts, vous avez ce que j'appelle des starters, c'est-à-dire la première partie. Vos joueurs et vous, vous êtes prêts pour cette première partie, vous êtes prêts pour commencer. Mais c'est si facile que ça de mener une partie? On verra ça dans le prochain épisode. À bientôt.